Je suis aujourd'hui directeur d'une société publique locale qui s'appelle le Voyage à Nantes, qui réunit tous les sites culturels mais aussi touristiques comme le château des Ducs de Bretagne, qui est un grand château qui est réouvert en 2007 en grand musée d'histoire, les machines de Lille que vous verrez tout à l'heure, une biennale d'art contemporain qui s'appelait Estuaire, qui a pris fin en 2012, je vous en reparlerai aussi. Bon, la Happe Galerie, qui est un centre d'art contemporain, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, ça c'est l'histoire de notre ville, surtout au XVIIIe siècle. Voilà, tous les lieux touristiques et culturels, et en même temps l'Office du tourisme. Et vous allez comprendre pourquoi, en 2010, Jean-Marc Ayrault, qui était encore maire de Nantes, qui n'était pas encore Premier ministre, a souhaité créer cette société qui était un peu comme, non pas l'aboutissement, parce qu'on continue à créer à Nantes, mais la suite logique d'une aventure qui a commencé en 89. Quand Jean-Marc Ayrault arrive à Nantes en 89, c'est une ville qui a perdu son économie, qui a perdu en 86 ses chantiers navals, qui étaient en plein cœur de la ville. Vraiment, on ne voyait que ça. Et pendant des années, pendant 10-15 ans, le cœur de la ville, c'était une friche industrielle. On n'y allait plus. C'était ça l'image de la ville. Auparavant, entre deux guerres, cette ville qui était un port hallucinant, extraordinaire, totalement traversée par la Loire et par l'Erdre, entre deux guerres, pour des raisons de salubrité, on comble les bras de la Loire et de l'Erdre et on crée des avenues absolument immenses, inutiles, bizarres, du vide dans la ville. Voilà. Et puis, en 1943, nos alliés américains bombardent la ville parce que c'est un port et la moitié de la ville tombe. Elle est reconstruite, mal reconstruite. Et quand on se balade à l'intérieur de la ville, on voit les dégâts qui ont été faits. Donc c'est une ville qui a été meurtrie, qui a été véritablement endommagée, qui devait être très très belle au XVIIIe siècle. Il y a encore évidemment des traces. Et voilà. Et en plus, dans les années 80, elle a perdu son économie, ses chantiers navals. Donc l'idée de Jean-Marc Ayrault, c'est bien évidemment de relever l'économie de la ville avec l'aide de la région, de travailler sur les transports publics, d'accueillir le maximum d'entreprises. Mais il sait que tout ça va prendre du temps. Créer une ligne de tramway, c'est 10 ans. Et donc il a l'idée, véritablement, pour redonner la pêche à la ville, de s'appuyer sur la culture, de s'appuyer sur la création artistique. Bon. Et depuis 89... alors, je l'accompagnais depuis 89 et même un petit peu avant, quand il était maire de Saint-Herblain. On a construit un dispositif culturel très complet, je pense assez exigeant, de très bonne qualité, mais au service des Nantais. L'idée, c'était comment faire en sorte que les Nantais vivent bien chez eux. Voilà, donc leur rendre le maximum de services, faire en sorte que cette ville soit vraiment agréable à vivre. Et en 2007, le château des Ducs de Bretagne, qui a été rénové pendant 10 ans, fermé pendant 10 ans, rouvre ses portes en grand musée d'histoire. Les machines que vous allez voir, les machines de Lille, naissent également avec ce grand éléphant qui devient petit à petit l'emblème de la ville. Bon. Et puis aussi la création de la Biennale d'art contemporain Estuaire, qui est une biennale un peu atypique, puisqu'en fait, on a fait venir à Nantes, on a de grands artistes internationaux pour créer des œuvres in situ sur les rives de la Loire. La commande qui m'avait été passée par à la fois Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, et Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, puisque Nantes et Saint-Nazaire sont reliés par un estuaire de 60 km. En fait, Saint-Nazaire est le port de Nantes aujourd'hui. Et à Saint-Nazaire, on continue toujours à construire les plus grands paquebots du monde. Donc les chantiers navals, très importants. Et donc, ils sont en train de construire cette grande métropole, Nantes-Saint-Nazaire, qui, d'un point de vue économique, existe, est évidente, est là. Bon. Mais les populations, les habitants des deux villes, finalement, ne le savent pas qu'ils sont dans une même métropole. Et ils me demandent d'imaginer un événement culturel. Ils ne savent pas si c'est un événement, si c'est un objet, quelque chose de culturel qui donnerait une identité commune à ces deux villes. Et donc, on crée Estuaire. Estuaire, c'est ceux qui relient les deux villes, et on demande à de grands artistes comme Tadashi Kawamata, Daniel Buren, Jimmy Durham, de venir créer des installations in situ sur les rives de la Loire et dans les deux villes,
pour créer quelque chose comme un immense travelling, mais avec des œuvres, bien évidemment, qui tirent leur sens du territoire d'où elles surgissent, ou qui donnent du sens à ce territoire. Donc des œuvres véritablement in situ. Et j'insiste sur cette idée, parce que c'est ce qui va nous guider dans tout notre travail. Et je pense que vous allez le voir. Donc voilà, on crée cette société Le Voyage à Nantes, qui est une grosse société, on est 300 à l'intérieur, puisqu'il y a le personnel du château, des machines, de l'office du tourisme, etc. Et pour montrer notre travail, on crée aussi un événement l'été qui s'appelle aussi Le Voyage à Nantes, et qui dure 2 mois, juillet-août. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc le voyage à Nantes, là vous voyez un van, c'est notre emblème. On se balade avec ce petit van un peu partout en France et parfois même en Europe. Voilà, ça a été la première affiche de la première édition qui a eu lieu donc en 2011. En 2012, pardon. Voilà, Nantes, personne ne situe notre ville. Pardon ? Je vais en parler. Voilà, donc c'est une ville, vous voyez, qui est sur l'estuaire. On dit, quand on est à l'étranger, qu'on est plutôt au sud de la Bretagne. On est vraiment la ville du sud de la Bretagne. Voilà, donc le voyage à Nantes, c'est un parcours à l'intérieur de la ville qui fait à peu près 12 km et qui passe par tous les sites culturels ou patrimoniaux de la ville, bien évidemment, mais aussi par des curiosités, par des interventions un peu étranges dans la ville, qui animent ce parcours, qui le font vibrer. Et on va en voir quelques exemples. Donc il faut une bonne journée pour faire ce parcours, et puis une deuxième journée pour faire l'estuaire ensuite, pour partir sur la Loire. Le lieu unique est une des étapes, c'est la scène nationale que j'ai créée avec Patrick Bouchat, dont tu parlais tout à l'heure. Alors une scène nationale aussi un peu atypique, puisqu'on l'a réalisée dans une ancienne usine, l'usine Lu, qui fabriquait les petits beurres que vous connaissez. Et on en a fait, bien évidemment, un théâtre et un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de vie. Et ça aussi, c'est une logique qui va nous obséder dans tout ce que nous faisons. Faire en sorte que les théâtres ne soient pas uniquement des boîtes noires et que les lieux d'exposition uniquement des boîtes blanches, qu'ils soient aussi un morceau de ville. Et c'est le cas du lieu unique, puisque vous voyez le théâtre, un immense resto, un grand bar, au sous-sol un hammam, au deuxième étage une crèche, voilà, vraiment une maison de la culture comme l'avait imaginé Malraux dans les années 50. Et Bouchat a fait une magnifique rénovation avec, comme d'habitude, comme ici, c'est la même école, on fait ce qui est utile, pas plus, pas de gras, et en même temps, on fait en sorte que le lieu soit vivant, accueillant. Bon. Ça, c'est une image d'une installation d'estuaire réalisée par Ange Leccia. C'est une projection d'une vidéo dans le canal Saint-Félix. Vous reconnaissez Laetitia Casta, peut-être, si vous êtes bien placé. Voilà. Donc ça, c'est en permanence. Ce sont des œuvres pérennes dans la ville. Bien évidemment, on ne peut la voir qu'à la tombée de la nuit. Sur ce parcours, sur cette ligne verte que vous avez vue et qui est tracée au sol, matérialisée au sol, on a fait aussi appel au service des espaces verts de la ville pour créer des petits jardins, essentiellement dans les endroits urbains les plus ingrats. Le château des Ducs de Bretagne, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une des étapes importantes, évidemment, avec une exposition permanente et des expositions temporaires. Là, on va avoir cette année une exposition sur les samouraïs. Et puis, voilà, des installations dans la ville, dans l'espace public. Et là, il s'agit d'un artiste qui était avec nous l'année dernière, Isaac Cordal, un artiste espagnol, qui a un monde extrêmement particulier, extrêmement étrange, où on retrouve toujours les mêmes personnages, ces petits salarymen avec leur attaché-caisse, qui ne quittent jamais leur attaché-caisse et qui sont en train de s'enfoncer dans un désastre de civilisation terrible. À certains endroits, on crée aussi avec de grands chefs français de grands dîners. Ça, c'était à l'intérieur de la cour du château. C'est un repas, oui, un grand dîner.
Ces images pour vous montrer la diversité des propositions aussi, toujours. Ça, c'est des drapeaux dans la ville. Moi, j'aime bien les drapeaux dans la ville. Ça, c'est signe de fête. Ça bouge, ça donne du mouvement. Et là, donc, on a demandé à des artistes nantais de créer des drapeaux qui racontent l'histoire des quartiers de la ville. Mais un peu comme des rébus, avec des énigmes. Bon. Voilà, donc, on intervient vraiment dans la ville et on fait en sorte que les artistes s'introduisent dans la ville au maximum. Vous voyez, par exemple, avec les élèves d'école d'architecture, on a créé de nouveaux points de vue dans la ville, pour que les Nantais aussi soient touristes d'une certaine façon et soient ambassadeurs auprès des vrais touristes, si je puis dire, que les Nantais redécouvrent leur ville. Et pour redécouvrir sa ville, il suffit de changer de rue, il suffit de changer de point de vue, de ne pas passer par où on passe tous les jours pour avoir une autre ville en face de soi. Et c'est ça qu'on indique, qu'on propose aux Nantais. Ça, c'est une œuvre de Leandro Erlich, donc sur la place du Bouffay, une des places centrales de la ville. Là encore, vous voyez une œuvre in situ, puisque quand on a présenté la place à Leandro, qui est un artiste argentin, un immense chantier était derrière, de ce côté-là, par ici. Bon. Et donc, il a imaginé ce morceau de bâtiment du 18e qui était en train d'être détruit, et il a appelé ça l'ultime déménagement. Superbe titre. Bon. On voit là, donc, vous voyez une plateforme de déménageurs avec des meubles dessus. Bon. On voit le dos de la maison, avec cette espèce de ruine et des morceaux de tapisserie encore visibles. Voilà. Et ça, c'est sur la place du Bouffay. Donc, vous voyez, les gens passent et sont confrontés immédiatement à une œuvre, à une création artistique, avec toujours cette idée que, évidemment, il faut que les théâtres existent, évidemment, il faut que les centres d'art existent. On ne peut pas s'en passer, c'est impossible. Mais il faut qu'ils s'ouvrent et que l'art sorte dans la rue, aille dans la rue. Et que ce soit le plus exigeant possible aussi, toujours. Encore une installation d'Isaac Cordal. On voit tous ces petits bonhommes-là, qui cherchent à se faire encore une place dans cette espèce de ruine. Et si on va à l'intérieur de petites scénettes, on devine que des histoires sont en train de naître. Ils sont à la fin du monde, mais ils recommencent à trouver un trou, quoi, à faire une place. C'est un très bon artiste et très jeune. On les voit là, toujours que des hommes. C'est un monde d'hommes finissants. Voilà, là, vous voyez la place, là. Donc, c'était une installation assez importante. Et ça, c'était la nuit, la même installation. Ça, c'est un mur qui était livré à des graffeurs qui changeaient. On repeignait le mur tous les 3 jours, dans la rue, dans la ville. Là encore, vous voyez, traitement des espaces verts, création de petits jardins. Là, je ne vois pas pourquoi on a mis cette image, mais voilà, vous voyez Nantes aussi, ça c'est la Loire. Pardon ? Harmonie Mutualité. C'est un partenaire, c'est ça, oui. Là, vous voyez une installation d'un grand artiste français qui s'appelle François Morlaix, sur justement l'immeuble des Mutualités. Il a créé une espèce de station météo. C'est une œuvre pérenne qui fonctionne tous les jours dans la ville, avec 3 cas de figure. Là, vous voyez le soleil qu'on a à peu près en permanence. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon. Et puis, vous avez aussi une figure avec des nuages très belles. Je ne sais pas si on la voit, non, on ne la voit pas. Ou avec la pluie, selon le temps qu'il fera dans les 3 heures à venir. Ça, c'est l'île de Nantes dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux chantiers navals qui sont restés en ruine pendant très longtemps et qui sont en train d'être totalement réurbanisés, réaménagés, mais d'une façon, je crois, intelligente, je peux le dire parce que j'y suis absolument pour rien. C'est Alexandre Chemetov, l'architecte paysagiste, qui a travaillé avec Laurent Théry sur l'île de Nantes et qui est en train de... Ça, c'est Jean Nouvel, tu parlais de Jean Nouvel tout à l'heure, voilà, le palais de justice de Jean Nouvel sur l'île de Nantes, avec à l'intérieur une œuvre de Jenny Holzer. À l'intérieur aussi, on avait installé des œuvres, voilà, on les voit là, qui sortaient du musée.
On fait en sorte que les œuvres des réserves du musée, qui sont très riches, puissent aller dans d'autres lieux pendant le temps de la manifestation. On aménage aussi la ville comme un jardin. Il faut que chaque Nantais se sente, en sortant dans les rues, comme dans son jardin. Donc voilà, des tables de pique-nique avec des barbecues. Là, vous apercevez des condors qui veillent. Et ce sont des designers nantais qui s'appellent Fichtre qui ont créé ce mobilier et qu'on ressort maintenant tous les étés avec beaucoup de succès. Voilà, une séance de barbecue. Donc là, on était près des immeubles de l'île de Nantes. Cette année, on va déménager parce que il y avait quelques petits problèmes avec les habitants. Parce que ça, c'est jusqu'à 2h du matin, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui viennent faire cuire leur merguez. Donc ça fait du bruit, quoi. Là, un exemple ça fait partie de Estuaire, cette installation de l'atelier Van Lieshout. C'est un collectif d'artistes de Rotterdam que vous connaissez sans doute. Bon. Et l'idée, c'était d'abonder à 1%. Vous savez qu'il existe la formule de 1% en France. C'est-à-dire quand on crée un bâtiment public, on consacre 1% à une œuvre d'art sur ce bâtiment. Et donc là, Van Lieshout, on a fait appel à eux, ils ont créé cette espèce de café, et cette espèce de forme difforme, cette espèce de bubon avec cette couleur horrible, qui venait en quelque sorte se moquer de la très belle architecture de l'école d'architecture de la Caton-Vassal. Et bien évidemment, on l'a fait en complicité avec la Caton-Vassal, qui s'amusait beaucoup avec cette histoire-là. Et voilà. Et sans que c'est une façon de faire sourire la ville, de lui donner de l'humour. On espère ça, quand on arrive à Nantes, qu'on se dise, mais cette ville a de l'humour, donc elle est intelligente, donc elle est créative. Alors qu'elle n'est pas belle au sens où on l'entend d'habitude, parce que le patrimoine a été en grande partie détruit. Donc voilà, on est sur les bords, vous voyez, de la Loire, avec cette installation. L'école d'architecture dont je vous parlais, superbe. Et sur le toit de l'école d'architecture, une ville à jouer, on crée aussi des playgrounds dans la ville, des jeux qu'on invente, que des designers ou des architectes inventent. Là, ce sont des architectes. Bon. Avec des règles qu'il faut adopter. Et ça s'appelait le banaball. Vous voyez, la banane s'allumait la nuit. Et je vous passe les règles, peu importe, sur le toit de l'école d'architecture. Voilà, ça c'est une des œuvres acquises récemment par le Musée des Beaux-Arts de Nantes. C'est Dwayne Hanson, ce personnage hyper réaliste, ce personnage de cire, qui était installé dans une vitrine au coin d'une rue, dans la rue. Voilà, on fait le parcours dans la ville, on sort d'un musée, on tombe sur une œuvre comme celle-là. On la voit d'un peu plus loin. Ça, c'est une architecture échevelée, on va dire, d'un architecte nantais. Et dès l'origine de la construction de ce bâtiment, on a commencé à discuter avec le propriétaire de l'intégration d'une œuvre. Et on a pu intégrer une œuvre d'Angela Bullock, qui est ce passage piéton éclairé que vous voyez là, comme à Londres, et puis une œuvre sonore qu'on entend sous la deuxième peau de cette architecture. Encore un exemple d'un partenariat public-privé, puisqu'il s'agit d'une entreprise privée qui a refait son siège et qui a fait appel à nous pour intégrer une œuvre d'artiste. Donc c'est un 1% privé en quelque sorte, sans que ce soit une règle. Et là, il s'agit de Lilian Bourgeat, un artiste qui crée des œuvres toujours surdimensionnées, des tables, des verres, de la vaisselle de Gulliver, voilà. Et là, c'est un maître ruban qui rappelle le métier de ce promoteur immobilier. Voilà encore une image de l'île de Nantes, on l'a déjà vu, je crois. Bâtiment B, ça c'est le bâtiment du bois, dans lequel aura lieu une exposition de design d'un designer qui s'appelle Philippe Danet cet été. C'est sur le chemin. Ça, c'est la fabrique, c'est le lieu des musiques actuelles. Vous voyez que toutes les disciplines artistiques et culturelles
ont été, entre guillemets, servies dans la ville. Hein. Et elles ont la dimension pour pouvoir parler au national, voire à l'international. Toujours la fabrique, scène de musique actuelle. Ça, c'est un de nos lieux, Office du tourisme, hein, d'accueil. Mais vous voyez qu'on a récupéré une station prouvée. Hein. C'était ces stations-service qui pouvaient être déplacées selon les flux autoroutiers ou routiers. Bon. Et un architecte nantais amoureux de Jean Prouvé nous a proposé de l'acheter, de la rénover. Voilà. Donc ça lui appartient toujours, mais on lui loue cet endroit, qui est un lieu d'information. Les anneaux de Daniel Buren. Daniel Buren a été un des premiers artistes que j'ai invité quand on a créé Estuaire en 2007, parce que c'est le pape de l'in situ. Hein, c'est lui qui a inventé l'expression. Bon. Et sur le quai des Antilles, vous voyez, on part vers Saint-Nazaire, là on part sur l'estuaire. Il a créé ces anneaux qui peut-être rappellent le commerce triangulaire, mais qui aussi donnent des points de vue sur l'estuaire, autant de points de vue que de cercles. C'est une très belle installation qui s'éclaire la nuit, de 3 couleurs. Voilà, on la voit là de plus loin. Vous voyez, des grues, hein, des chantiers navals ont été conservés. Ces grues maintenant sont classées. Et puis sur ce parcours qui est quand même assez long, hein, là il va faire 12 km, entre 12 et 15 km, on crée aussi des lieux conviviaux. Je vous ai montré tout à l'heure les tables de pique-nique. Là il s'agit de la création d'une grande cantine. On a servi l'année dernière 95 000 couverts en 3 mois et demi. Donc c'est vraiment assez énorme. Mais quand on crée un lieu convivial, on appelle aussi des créateurs et des artistes. Et tout le mobilier ainsi que la signalétique ont été créés par des artistes. Et ce sont des lieux très populaires. Au bout du quai des Antilles, le hangar à bananes, qu'on a transformé en centre d'art. Vous voyez là une partie d'une exposition de Roman Signer, que vous connaissez bien, qui est un grand artiste qu'on adore. On avait fait une grande exposition de lui l'année d'avant, 2012. Et en 2013, c'était une exposition de Felice Varini. En fait, chaque été dans ce lieu, on crée une exposition monographique d'un grand artiste qu'on a invité sur Estuaire à créer une œuvre pérenne. Et là, cette année, ce sera Wang Yongping. Vous verrez aussi un artiste hallucinant. Et c'est lui. Donc à la Galerie, on aura Wang Yongping qui a créé à Saint-Brévin un squelette de serpent qui fait 100 mètres de long et qui est dans l'eau et qui est magnifique. Malheureusement, je n'ai pas l'image, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, on est en train de monter l'exposition de Wang Yongping. Voilà une partie de l'exposition. Vous voyez cet éléphant-là, toujours un éléphant en fait, hein, on est poursuivi, qui a perdu sa peau, voilà, qui est à ses pieds. C'est toujours des installations très symboliques qui disent des choses, hein, des paraboles. Et là, au-dessus, vous voyez cet immense château qui est entièrement construit en sable. Donc, il nous a envoyé le moule, hein, de cette réalisation. On va la réaliser nous-mêmes en sable et elle va s'effriter au fil des 2 mois d'exposition. Ça, c'est un reste de l'exposition Felice Varini à la Galerie. Voilà, donc ça, ce sont les machines. Les machines, c'est une compagnie issue de la Compagnie Royale de Luxe. Ce théâtre de rue connu vraiment dans le monde entier. Alors, ils étaient 3, ils se sont séparés, ils se sont disputés, évidemment, comme d'habitude. Hein. Bon. Et donc, les uns ont continué le théâtre de rue, c'est Royal de Luxe. Pierre Auréfis, lui, avec François Delarosière, a créé les machines, et ce sont des machines assez extraordinaires. Là, en l'occurrence, un manège géant, hein, le Carrousel des mondes marins, avec 3 plateaux, 3 niveaux, qui représentent les différents mondes marins. Hein. On rentre dans ces machines, donc ça a un succès énorme. Voilà, hein, certaines machines de ces manèges, hein, un peu monstrueuses,
voilà, et ça, c'est la marque ludique de la ville. Hein. On ne peut pas dire que ce soit un parc d'attractions, c'est un monde inventé. Mais ça fait partie du voyage. Hein. Voilà. Notre capacité à passer d'une exposition de Roman Signer aux machines. On en est fiers. Voilà, cet éléphant donc, qui avance, hein, qui crache de l'eau, qui est vraiment qui peut être très vivant. On le voit là. Donc ça, ce lieu aujourd'hui est géré par le Voyage à Nantes. Hein, je vous en parlais tout à l'heure, pour des questions de cohérence, cohérence de communication, cohérence de fonctionnement. Mais il garde bien évidemment son directeur artistique qui a donné son identité, hein, à ce lieu. Voilà encore un playground, un petit signe dans la ville qui dit que on est à la fois utile et en même temps ludique. Bon. Et donc cet arbre à basket qui a été inventé par une agence d'architectes pour petits, moyens, grands, géants, hein, il est utile parce qu'il est toujours occupé et en même temps un beau signe dans la ville, un peu surréaliste, un peu absurde. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, Nantes a été évidemment une des villes les pires, hein, pour le commerce triangulaire en Europe. Et Jean-Marc Ayrault a voulu créer un monument significatif. Hein. On l'a confié à Christophe Wodiczko, grand artiste new-yorkais d'origine polonaise, hein, qui a créé donc ce mémorial sous les quais. C'est-à-dire il faut descendre dans les quais, on est à hauteur de l'eau, hein, on voit l'eau de la Loire, et selon les marées, elle envahit plus ou moins le mémorial. C'est un lieu bien évidemment libre dans la ville, gratuit. Encore un point de vue créé par les enseignants et les élèves de l'école d'architecture entre deux murs, entre deux bâtiments dans une petite rue. On pouvait y grimper, aller à l'intérieur et avoir cette espèce de vide sur la ville, bizarre, espèce d'éclat, hein, en pleine rue. On est à l'intérieur. Alors tout ça, ce sont des œuvres éphémères, évidemment, hein, mais bien évidemment, vous vous en doutez, sécurisées et contrôlées. Le Muséum d'histoire naturelle, on va avoir une exposition sur les queues cet été, parce que. Le théâtre Gralin, théâtre Gralin, ça c'est une photo, un montage d'une grande photographe qui s'appelle Karen Knorr. Quand on a commencé le voyage à Nantes il y a 3 ans, constaté un déficit d'images, hein, de représentation de la ville. Et on avait une représentation de carte postale traditionnelle. On a appelé une dizaine de grands photographes, pas seulement un Nantais, mais de grands photographes qu'on est allé chercher partout, pour leur demander de voir la ville, d'interpréter la ville. Et ça, c'est une des photos de Karen Knorr. L'animal a été amené sur place ? Non, elle photographie des espaces. Ensuite, elle va photographier des animaux. Elle fait en sorte que la lumière, que la couleur puissent être compatibles. Hein, donc il y a un vrai travail. Et ensuite, elle fait un montage. Et on voit une autre image avec un rhinocéros qui se balade dans le Corbusier, dans la Cité radieuse. Le passage Pommeraye, c'est un des beaux sites c'est une galerie marchande, très très belle et très particulière, puisque moi j'en ai pas vu comme ça d'autres dans le monde. Elle descend, hein, il y a des escaliers qui font qu'elle suit la rue en pente parallèle. C'est vraiment très particulier. Donc évidemment, nos sites touristiques. Encore un playground. Donc là, on a une fontaine, la fontaine de la Place Royale, que vous ne voyez pas, évidemment, puisqu'on l'a recouverte du Mont Royal, hein, où la Loire est censée prendre sa source. Bon, donc ça, c'est devenu un mur d'escalade pour les enfants, et ça a créé polémique dans la ville. On crée souvent polémique dans la ville. Hein. Alors, on ne fait pas exprès, mais un petit peu quand même, parce que c'est ça aussi qui crée le buzz, et qui fait la tension, et qui fait que les médias se bougent. Bon, voilà. Alors, certains habitants de la ville ne comprennent pas,
mon discours qui dit qu'on a peu d'éléments du patrimoine et les seuls qu'on ait, on les cache, quoi. Bon, voilà. Mais c'est un jeu qu'on assume. Voilà l'intérieur de la fontaine, qui continue à marcher, hein, qui continue à fonctionner. Ça, c'est une installation qu'on a créée en 2012. On a une seule tour à Nantes, qui est la tour Bretagne, hein, qui est très moche, bon, qui a un petit côté tour Montparnasse, mais empire. Bon. Et au 32e étage de cette tour, il y avait des bureaux, hein, de la communauté urbaine, hein, de Nantes Métropole, avec des cloisons en plastique gris, et une vue hallucinante, quoi. C'est-à-dire quand on est là, on comprend toute la géographie de la ville, tout ce qui s'est passé dans cette ville. Bon. Et on va jusqu'à l'estuaire, parfois jusqu'au pont de Saint-Nazaire. Bon. Et donc notre idée était toute simple, parce que ça s'est fait ailleurs, ça a été de créer un lieu de vie au 32e étage de cette tour, mais qu'on a encore confié à un artiste qui s'appelle Jean Julien, hein, qu'on est allé chercher à Londres. C'est un graphiste, et quand on l'a trouvé à Londres, on s'est aperçu qu'il était nantais. Donc il est revenu dans sa ville. Voilà. Et donc il a créé le nid au 32e étage de cette tour. Et donc, évidemment, il a décliné tout le mobilier sur la thématique du nid, avec des fauteuils en neuf, et puis ce grand oiseau qui fait tout le tour, dont le cou fait tout le tour parce que c'est panoramique. Hein. Voilà. Voilà l'intérieur. Voilà, et on travaille aussi pas mal avec les entreprises privées. Hein. Et là, notamment, Cécile Barthes a créé une installation au 3e étage des Galeries Lafayette de Nantes. Et puis, le patrimoine, là, on a le tombeau de François II, hein, d'un grand sculpteur, Michel Colombe, superbe sculpture. On voit les gisants sur le tombeau. Enfin, on les voit maintenant parce qu'on ne les voyait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient trop hauts pour qu'on puisse les voir. Donc, on a créé, vous voyez, ce petit truc-là, cet escalier tout simple, qui permet d'être au-dessus. Hein. Encore une façon d'aménager la ville. Voilà. On a des choses, on les interprète, on crée des points de vue, on les voit d'une autre façon. Mais ça, c'est pérenne. Chapelle de l'Oratoire, une exposition de Yang Pei-Ming, hein, de la collection du Musée des Beaux-Arts. Je vous gêne, non? Là, ça va? Et puis les jardins publics aussi, hein, avec lesquels on joue. Là, ce sont les espaces verts qui ont appelé un illustrateur de livres pour enfants qui s'appelle Claude Ponty, qui est très connu en France. Je ne sais pas s'il est connu chez vous. Et qui a créé, hein, qui a recréé ces petits poussins dans le parc, avec des petites installations, une cascade de rire qui était magnifique. Bon. Et qui revient cette année. On ne peut plus s'en passer. Voilà le parcours. Alors après, on a des parcours hors centre aussi. Vous voyez les 2 carrés, on va le faire rapidement. Ça, c'est dans le quartier Malakoff, un peu excentré, où on a créé, avec un collectif qui s'appelle Observatorium, qui viennent de Rotterdam aussi, je ne sais plus, j'ai oublié, mais peu importe. Bon. Alors, pour vous donner un exemple d'une création in situ, c'est-à-dire qu'ici, à cet endroit, devait arriver une pénétrante. Dans les années, début des années 80, fin des années 70, une autoroute qui devait pénétrer dans la ville et la traverser. C'était un grand projet. Bon. Et donc, ils avaient commencé à déverser tout ce qu'ils pouvaient pour faire les fondations. Et puis, par des interventions politiques, et notamment celle de Jean-Marc Ayrault, le projet a été figé, a été ralenti, et finalement, ça ne s'est jamais fait. Et cet espace, ce territoire qui avait été réservé pour l'autoroute est devenu un endroit avec un écosystème incroyable dont se sont emparés les écologistes, les gens de la Ligue de protection des oiseaux, et c'est un sanctuaire. Bon. Et donc on voulait faire une œuvre par là pour que ça devienne un peu un jardin, un parc, et les artistes d'Observatorium ont imaginé créer une autoroute en bois. Entièrement en bois, un péage d'autoroute en bois avec les dimensions d'une véritable autoroute et qui est devenu une place publique. Là, on voit la bretelle, vous voyez. Bon, voilà. Donc c'est une place publique pour le quartier avec ce souvenir de ce qui a failli être un désastre.
Ça, c'est une œuvre d'un couple qui s'appelle Mzirk et Morisot, cet arbre lunaire qui est visible de très loin, éclairé la nuit, une lumière fantomatique. Ça, c'est une installation du groupe EE. Enfin, un groupe, c'est un couple, et qui, dans un nouveau parc qu'on a ouvert l'année dernière, ont créé cette installation réchauffement domestique. On ne le voit pas bien parce que... Non, on ne le voit pas. Enfin, le feu que vous voyez à l'intérieur, là, sort d'un robinet de baignoire. Ils ont voulu relater toute cette histoire du creusement, des creusements pour les gaz de schiste qui ont fait des désastres, notamment aux États-Unis. Voilà le parc qui a été ouvert. C'était un parc privé et qui est devenu maintenant public. Voilà, on voit mieux là, on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur d'une petite maison. Voilà, l'aménagement de guinguettes autour de bassins. Voilà, les dîners secrets du voyage. Donc, on propose des dîners avec des grands chefs. On sait avec quel chef on va dîner, on sait quel jour, on ne sait pas quel lieu. Le lieu vous est communiqué l'après-midi ou en fin de matinée, et vous vous y rendez. Et en général, ce sont des lieux un peu mystérieux qui n'ont pas l'habitude de recevoir des dîners. Les bureaux d'accueil sont aussi dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il existait des offices de tourisme à Nantes qu'on a abandonnés, et on a recréé des lieux qui sont des maisons, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez venir là, vous installer, voir des vidéos, des images, passer la journée sans que personne ne vous demande rien. Voilà. Et les touristes sont accueillis, en fait, dans cette petite maison, enfin, qui est assez grande quand même. Voilà. Estuaire, je vais passer, je ne vais pas vous montrer toutes les images d'estuaire. Là, vous avez le squelette du serpent de Wang Yongping, dont je vous parlais tout à l'heure, qui joue avec les marées. Parfois, il est totalement découvert. Il est sur pieux, évidemment. Et parfois, il est presque complètement recouvert, sauf la crête de son squelette. Et ça, c'est vraiment un grand artiste qui a réussi à créer une œuvre très, très populaire. Là, c'est devenu un endroit très touristique. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'estuaire tout à l'heure, c'est ça, c'est de Nantes à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire est là, les chantiers navals sont là, 60 km. Donc, l'été, et maintenant, à partir du printemps, on fait des croisières sur l'estuaire de la Loire pour voir les œuvres, mais pour voir aussi l'estuaire, qui est un endroit fabuleux, parce que c'est à la fois très sauvage. Parfois, on est dans des étiers où on se croirait au Vietnam, et puis tout d'un coup, on est sur la raffinerie de Donge ou la centrale électrique de Cordemais, des monstres qui ronflent. Voilà, c'est quand même un univers qui ne laisse pas indifférent, c'est sûr. Voilà toutes les œuvres qui sont sur l'estuaire. On a aujourd'hui 24 sites. Donc, en fait, l'idée de la manifestation, c'était de faire 3 éditions, seulement 3 éditions, une biennale, et que chaque édition laisse au moins 7 œuvres pérennes sur le territoire. Et aujourd'hui, on a une collection de 24 œuvres qu'il faut bien évidemment entretenir. Elles sont libres d'accès, en pleine campagne, parfois, très peu dégradées. C'est la nature qui les dégrade un peu, il faut vraiment les entretenir. Et voilà, et on a une collection que je trouve très belle, bien sûr, à disposition de tous les visiteurs gratuitement. Alors ça, c'est une carte qu'on montre pour faire venir les touristes. Ça, c'est notre stratégie de communication. Donc, on a bien évidemment notre premier public, nos premiers visiteurs, c'est le Grand Ouest de la France, et puis Paris. On fait un énorme travail en direction de Paris qui est
aussi un hub européen. Hein. Bon. Et puis ensuite, on travaille essentiellement sur les pays européens limitrophes, Grande-Bretagne, Espagne dans l'ordre. Hein. Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse, et j'oublie l'Allemagne, non, je l'ai dit tout à l'heure, et l'Italie. Hein. Voilà. Et puis on commence à travailler sur le Québec, parce qu'on a une relation particulière avec le Québec, et aussi une ligne directe. Hein. Tous les pays avec qui on travaille, on a des lignes directes avec eux. Hein. C'est le cas de Genève, par exemple. Donc vous pouvez venir à Nantes en 1h10, exactement. Voilà. Bon. Donc cette stratégie, hein, la mise en place de cette société a porté des fruits assez vite, hein, assez rapidement, puisque en 3 ans, on a augmenté le nombre de nuitées de 30% l'été, hein, et de 22%, je ne sais plus, sur l'ensemble de l'année. Hein. Donc c'est quand même un progrès important, qui n'est pas dû à la création de notre société, qui est dû à la progression de la destination. Nantes devient une ville qu'on a envie de voir au moins pendant 2 jours, quoi, hein, c'est du tourisme urbain, quoi. Donc, on communique beaucoup sur les retombées économiques, hein, parce que vous imaginez bien, tout ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Donc il faut convaincre d'abord la population que c'est d'abord fantastique, hein, d'avoir ça, bon, et en même temps utile, hein, et montrer que ça rapporte plus que ça ne coûte. Hein, et c'est vrai. Hein. Bon. Donc aujourd'hui, le tourisme culturel, hein, c'est une économie pour la ville. Hein, c'est une richesse qu'il faut faire progresser. Hein, et en France, c'est une économie extrêmement importante, hein, pour l'ensemble du pays. Donc voilà la courbe, hein, la progression de 32% en 3 mois, plus 32% en 3 mois. Pour nous, c'est le chiffre important, parce qu'on a le nombre d'unités par la taxe de séjour. Donc c'est pas des enquêtes, c'est pas des projections, c'est vraiment des résultats. Annuel, je vous passe. Le résultat en termes de retombées économiques locales, vous voyez ce que je vous disais. Et ça, c'est save the date pour l'été qui vient. C'est pour vous, ça, du 27 juin au 31 août, 2 mois. On vous attend.